Et Euclide, il y a eu toutes sortes de géomètres. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément les bases même des conditions d'individuation qui entrent en révolution. Mais là, c'est une énorme transformation. Ce que j'appelle le fond pré-individuel peut être géométrique, comme dans le cas présent, peut être philosophique, comme ce qu'on essaie d'étudier nous. Nous essayons de faire de Platon notre fond pré-individuel commun, et nous essayons de nous individuer à travers Platon, et à un moment donné, contre Platon. Et c'est toujours comme ça qu'on s'individue. Mais il peut être aussi musical, comme cette jeune fille jouant du Vivaldi sur un alto. Il peut être politique. Et en fait, il peut être toutes sortes de choses. Toutes les dimensions de la vie sont constituées par des héritages pré-individuels. Mais ces héritages sont partagés. Et ils sont partagés par diverses âmes. Ces âmes, dont parle le Phèdre, le dialogue Phèdre, c'est dans Phèdre qu'il se met à parler de l'âme. Avant, il n'en parle pratiquement pas. Mais dans Phèdre, tout à coup, Platon se met à parler de l'âme. Concept psyché qui vient d'Homère, c'est-à-dire qui vient de la tradition mythographique, qui vient de la tradition tragique et archaïque. Tout à coup, il s'empare de ça. À l'époque, l'âme, ça veut dire quasiment ce qui me possède. Mon âme, c'est pas mon âme. Quand j'ai une âme chez Homère, on l'avait vu l'année dernière, en fait, ce sont des dieux qui viennent m'habiter, qui me manipulent. Je suis la marionnette de ces dieux. Bon. C'est une sorte d'esprit. À partir de Platon, à partir de Phèdre, l'âme va devenir ce qui s'appellera plus tard, avec Descartes, le sujet. Et finalement, la base de ce que Freud appellera l'appareil psychique. Et que Simondon, lui, appelle le processus d'individuation psychique. L'individuation psychique forme des individus comme vous et moi en ce moment. Nous sommes en train de nous co-individuer. Et en nous co-individuant, nous transformons nos mémoires. Nous ne sommes que des mémoires. Ça, c'est vous. Vous êtes une accumulation de mémoires. C'est tout ce qui vous est arrivé depuis votre naissance et peut-être même avant votre naissance, disons depuis votre conception. Et là, c'est ce qui est en train de vous arriver en ce moment même. C'est une nouvelle spire qui est en train de s'écrire, qu'on peut représenter comme ça. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est moi. C'est moi qui vous parle. C'est moi qui vous parle et qui vous parle au nom d'un collectif que j'incarne en tant que la philosophie, que vous écoutez collectivement vous-même. Et ce que je suis en train de vous dire, vous l'écrivez dans votre mémoire. Je dis bien, vous l'écrivez. Pas moi qui l'écris. Vous l'écrivez. On y reviendra là, dans 2 semaines. Vous l'écrivez dans votre mémoire, c'est-à-dire dans votre cerveau. Vous êtes en train d'écrire dans votre cerveau ce que je suis en train de dire. Plus ou moins bien d'ailleurs. Parce que on peut écrire très mal dans son cerveau. Comme il y a un hypomnématone qui est en ligne, vous pouvez revoir s'il y a des choses... Dans ce processus d'écriture de votre mémoire, vous participez à un processus d'individuation collective, à l'écriture d'une spirale plus grande que vous et que moi, qui en l'occurrence s'appelle pharmacone.fr, ou l'école de philosophie d'Épineuil. Parce que là, c'est ce qui se produit tous les 15 jours ici. C'est l'écriture d'un truc comme ça, qui est composé de spirales plus petites, on y revient. Vous allez me dire, on tourne en rond. Non, on ne tourne pas en rond, on tourne en spirale, justement. Une spirale n'a pas de fin, comme vous le savez. Et donc, si elle n'a pas de fin, ça veut dire qu'elle s'infinitise, et donc nous sommes dans un processus de co-infinitisation. Nous infinitisons ensemble. Cette spirale, admettons que ceci représente ce cours-là de l'école de philosophie d'Épineuil, s'inscrit dans d'autres spirales, celles auxquelles vous participez, celles auxquelles nous participons ensemble, par exemple. Beaucoup d'entre nous sont français ici, peut-être tout le monde aujourd'hui, je ne sais pas. Il y a souvent des gens qui ne sont pas français, mais le processus de l'écriture politique de la France, par exemple, c'est une immense spirale, à l'intérieur de laquelle, sous laquelle, toutes sortes de spirales se constituent. Dans ce genre de spirale, il y a des tourbillons, parce que ces spirales sont des tourbillons qui interagissent dialogiquement. Quand je dis dialogiquement, ça veut dire par un dialogue. Vous allez me dire, là, on ne dialogue pas, c'est moi qui monologue. Mais si, on dialogue, parce que ça va revenir tout à l'heure dans la discussion, ou plus tard par les emails, ou autrement. Mais aussi diachroniquement, c'est-à-dire qu'il y a du temps qui se produit. L'individuation, c'est la production du temps. Non pas du temps qui s'écoule
comme une horloge, mais du temps de l'individuation. Nous nous individuons. Nous avons des époques dans notre existence. Un jour, nous changeons sur tel point. Nous changeons de point de vue, par exemple, sur une question. Puis un jour, ça peut arriver qu'on change du tout au tout. On était alcoolique et on ne boit plus. Ben ça, c'est un changement. Ou bien on était sobre et on devient alcoolique. Ça aussi, c'est un changement. Mais des changements comme ça, il y en a plein, tout le temps. Quoi qu'il en soit, ces changements produisent des processus métastables. Métastable, on y reviendra, ça veut dire ni stable. Stable, ça voudrait dire mort en réalité. Hein, stable. Ce qui est stable, c'est ce qui est mort. Ni instable. C'est-à-dire ni complètement brownien, complètement, c'est mort aussi, en fait. C'est-à-dire complètement décomposé. Non, métastable, c'est entre l'équilibre et le déséquilibre. Comme dira Elia Prigogine, qui est un chimiste, qui a découvert ce qu'il appelle les structures dissipatives, loin de l'équilibre. Ce qui est entre l'équilibre et le déséquilibre, je l'avais déjà dit, je crois ici, c'est le mouvement. Lorsque nous marchons, nous sommes entre l'équilibre et le déséquilibre. C'est-à-dire que c'est la vie. La vie, c'est une forme de la métastabilité. Si vous voulez en lire plus là-dessus, vous pouvez lire un bouquin qui s'appelle d'un physicien de mécanique quantique, j'arrive plus à retrouver son nom tout à coup. Ça me reviendra peut-être tout à l'heure, sur la vie, qui est un livre très important. Cela étant, pour que cela se produise, pour que ce type de processus se produise, il faut un fond pré-individuel qui garde en lui un potentiel d'individuation qui est recouvert mais qui peut être découvert, c'est-à-dire individué par l'intermédiaire d'hypomnémata. Ça, c'est donc mon interprétation, qui est compliquée, de ce que veut dire anamnésis dans Ménon. Et on y reviendra, pour essayer de clarifier tout ça. Mais il y a une autre interprétation, et c'est, à mon avis, celle de Platon à l'époque où il écrit Ménon. Je dis bien à l'époque où il écrit Ménon. Je ne parle pas à l'époque de la République, parce que je pense qu'à l'époque de la République, il est carrément en train d'oublier Ménon. Cette autre interprétation, celle de Platon à l'époque de Ménon, à la différence de la théorie que je viens de vous présenter, qui présente l'anamnésis, qui est, en tant qu'aletheia, ce qui repose sur des hypomnémata, c'est-à-dire sur des pharmacas, et donc sur un milieu pré-individuel qui est fait de 1000 choses, en 1000 lieux, sédimentés de 36 000 manières, qui viennent s'inscrire y compris dans votre cerveau, qui se sédimentent de partout, les rues de Rome, le souterrain, le paysage du Berry, votre propre cerveau, etc. Cette autre interprétation, qui serait donc, selon moi, celle de Platon, à l'époque de Ménon, n'est pas nécessairement contradictoire avec celle que je viens de vous dire, bien au contraire. Je pense qu'elle est tout à fait convergente avec la mienne, mais ça n'est pas la mienne. Je crois qu'elle ne peut pas être la mienne parce que elle n'a pas les concepts qui permettraient la conception que je propose, l'interprétation que je propose. Elle n'a pas ces concepts, par exemple, le concept de fond pré-individuel ou le concept de métastabilité. C'est d'ailleurs ce que dit Simondon, sans du tout parler de Platon, mais Simondon dit jusque pratiquement au XIXe siècle, la métastabilité, personne ne sait ce que c'est, et les Grecs ne pouvaient pas penser comme je vous propose maintenant de penser, parce qu'ils ne connaissaient pas la métastabilité. Métastabilité, ça vient de la thermodynamique, c'est-à-dire de l'époque du théorème de Sadi-Carnot, du deuxième théorème de la thermodynamique, où on découvre un certain nombre de processus dynamiques qui sont liés à la chaleur et à la différence calorique et à l'énergie. C'est une théorie de l'énergie. N'ayant pas de tels concepts, et devant faire face à une question limite, Socrate, la question limite c'est la question de Ménon, hein, mais comment vas-tu t'y prendre, Socrate, pour te souvenir de quelque chose que tu ne connais pas? Comment vas-tu le reconnaître si tu ne le connais pas déjà? Tu ne peux pas le reconnaître si tu ne le connais pas déjà, donc si tu le trouves et que tu ne le reconnais et que tu ne le connaissais pas déjà,
c'est que tu ne peux pas le trouver, ou bien tu le connaissais déjà et en fait tu ne l'as pas cherché, tu ne l'as pas trouvé, donc tu te fous de ma gueule, quoi. En gros, c'est ça l'aporie de Ménon. Hein. Et cette aporie est très 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 embarrassante pour Socrate, très embarrassante. Qu'est-ce que c'est qu'une aporie? Aporia. Réduit à un extrême embarras. Voilà. Être dans l'aporie, ça veut dire être réduit à un extrême embarras. Socrate, étant confronté à cette aporie, étant réduit à cet extrême embarras, ne peut pas ne pas apporter de réponse. C'est impossible, parce que s'il renonçait à répondre, ça voudrait dire les sophistes ont raison. La vérité n'existe pas, on ne peut absolument rien découvrir. Il n'y a plus qu'à s'en remettre aux sophistes. Il n'y a plus que le pouvoir, il n'y a pas de savoir. Parce que c'est ça que dit Socrate contre les sophistes. Il dit les sophistes, ce qui les intéresse, ce n'est pas le savoir, c'est le pouvoir. Et donc, ça voudrait dire, ouais, il n'y a pas de savoir. Donc le pouvoir peut être... Il n'y a plus de droit pour contrôler le pouvoir. Plus rien n'est en droit, il n'y a que du fait. C'est ce que dit Calliclès dans Gorgias. La force. La seule loi qui existe, c'est la loi du plus fort. C'est ça que ça veut dire. Socrate dit, ah non, je ne peux pas laisser cette aporie sans réponse. Il faut que je trouve une réponse. Je suis confronté à une aporie, c'est-à-dire à une question limite. Moi, j'appelle ça une question limite. C'est une question aux limites des possibilités de répondre. C'est une question qui concerne les limites même de la pensée, d'une certaine manière. À cette question limite, je dois apporter une réponse limite, c'est-à-dire non logique. Je suis aux limites des axiomes qui fondent ma logique, mais à la limite, je ne suis plus dans le système, je suis au bord du système. Et au bord du système, je ne suis plus dans la logique. Donc je ne suis pas dans une réponse apodictique, qu'on pourrait dire vraie au sens démontrable, logiquement argumentable, etc. Je suis obligé d'en appeler aux poètes, aux prêtres et aux prêtresses. C'est-à-dire à Diotima qui viendra un petit peu plus tard dans le banquet. Et c'est ce qui est dit là, ce texte que je ne vais pas vous recommander, on a déjà commenté 4 ou 5 fois, mais c'est le texte dans lequel il est dit « J'ai entendu des hommes et des femmes habiles dans les choses divines dire que l'âme est immortelle. » Ils disent donc que l'âme de l'homme est immortelle. Alors vous allez me dire, il parle de l'âme là, Platon. Oui, bien sûr qu'il parle de l'âme. Tous les Grecs parlent de l'âme. Mais ce n'est pas un concept sur lequel il va travailler. C'est dans le Phèdre qu'il y travaillera. Par contre, ce qu'il est en train de dire là, c'est qu'il y a quelque chose qui procède de l'immortalité. Remarquez, d'ailleurs, en passant, que donc il répond cela, pour répondre à une question limite, et c'est une réponse limite. Il ne s'appuie pas sur des arguments logiques, il dit les prêtres, les prêtresses, les poètes. Donc il convoque des gens qui ne sont pas du tout du côté de la philosophie et de l'argumentation logique. Remarquez que l'aporie, ça désigne aussi le manque de ressources, la privation, le manque de nourriture. Ça vous rappelle rien, ça? Pardon? Oui, mais ça... peut-être. Je ne vois pas lequel, mais peut-être bien. Lequel? Pour maintenir les gens bien dans le nord, il faut leur, ah oui. leur choisir un mode de vie très strict. Oui. Mais c'est pas c'est pas à ça que je pense. C'est à ce que dit Diotima d'Eros. Elle dit Eros est fils de Poros et de Peña. Il est dans l'embarras et le manque. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelque chose à voir entre l'aporie et le désir. Très important. L'objet du désir, c'est l'objet qui vous manque. Tu me manques. Voilà, ça c'est le truc de base du désir. Je ferme la parenthèse. C'est juste pour vous montrer à quel point les choses sont intriquées. Ce que j'essaye de faire là, dans ce séminaire, dans ce cours, et ce dont j'essaye de tirer les conséquences dans l'interprétation que je vais vous proposer à la fin de ce cours de la République de Platon, c'est d'interpréter ce que veut dire ici l'immortalité. Et c'est pas facile, cette interprétation, pour 1000 raisons que je vous ai déjà données. Nous ne parlons pas grec, pas moi plus que vous, j'essaye, mais nous ne pensons pas grec. Donc comprendre ce qui est en jeu quand
on parle de thanatos, par exemple, chez un grec, pour nous c'est très difficile, parce qu'on n'a pas le même rapport que les Grecs à cela. Mais d'autre part, nous, que j'aime bien nous appeler souvent, comme Nietzsche le faisait à la fin du XIXe siècle, les tarvenus, nous les tarvenus, nous qui arrivons si en retard sur tout ce qui s'est passé avant nous, eh bien, cette question-là, nous ne pouvons y accéder que parce qu'elle a été profondément réinvestie par le christianisme, qui s'est lui-même constitué en tant qu'Église, je dis bien en tant qu'Église, autrement dit en tant qu'institution, et pas simplement en tant que transmission des évangiles, témoignage de la vie de Jésus, qu'en s'emparant de la théorie de Platon, à travers ce personnage-là qui s'appelle Paul de Tarse, qu'on appelle aussi Saint Paul. Paul de Tarse, qui est le fondateur du christianisme, parce que Jean, Matthieu ne sont pas du tout des fondateurs du christianisme, c'était des disciples, des comparses, des compagnons de Jésus. Mais Paul, lui, c'est un fondateur, c'est le fondateur de l'Église. Et vous le savez, je l'ai déjà dit ici, c'est un juif grec. Et c'est lui qui va faire muter cette espèce de secte juive que sont devenus les disciples de Jésus, en une nouvelle religion, qui s'appelle le christianisme. C'est pas Jésus-Christ qui fonde le christianisme. Jésus n'a jamais voulu fonder le christianisme. Jésus était un juif. Il se battait contre ce qu'il considérait être une déviance du judaïsme. C'est Paul qui a voulu fonder une nouvelle église, dans un contexte qui va d'ailleurs extraordinairement bien réussir, puisque cette pauvre secte juive qui était persécutée et par le pouvoir juif et par le pouvoir romain, va devenir le cœur de Rome, dont parle notre ami Fellini ou notre ami Freud. L'Empire romain, c'est le Vatican aujourd'hui, ce qui en reste. Alors, à travers cet homme-là, qui passe par un apôtre sur lequel je reviendrai tout à l'heure, en passant par cet homme-là, qui s'appelle Thomas d'Aquin, Thomas qui lui-même, au XIIIe siècle, s'appuie sur cet homme-là, qui est un Persan, qui s'appelle Avicenne, qui vit au Xe siècle, dans l'actuel Iran. Et après lui, Averroès, qui vit à Cordoba, dans le sud de l'Espagne, qui à l'époque est musulmane, qui est une terre islamique. C'est à travers tout cela et tant d'autres dont je ne vous parle pas, ça ce sont les plus connus, que Thomas intègre la théorie de l'immortalité à l'ontothéologie d'Aristote dans le christianisme sous la forme d'un manuel qui s'appelle la Somme théologique, qui est fait, il le déclare très expressément au début de son livre, pour que les non-clercs, ceux qui ne sont pas des religieux, puissent rentrer dans la question théologique. C'est une espèce de manuel d'enseignement à l'usage, non pas des paysans de l'époque, mais disons des gens qui sont des laïcs, et qui va être un livre absolument à la base de l'université européenne, qui est créé avant Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin arrive un siècle et demi après la fondation de l'université de Bologne, mais Thomas d'Aquin va fonder la théologie européenne à travers cette somme. Cela étant, Thomas est lui-même intervenu, parce que ça vous paraît très loin, Thomas d'Aquin, il y a 850 ans. Eh bien, Thomas d'Aquin arrive 900 ans après Augustin. Le Maghrébin, qui est là, ça c'est une peinture de Fra Angelico, qui représente Augustin en train de se convertir. Il entend la voix du Christ. Il est en conversion. Et vous savez que ce Maghrébin, le fils de Monique, eh bien, il va devenir évêque en 399, après Jésus-Christ, à Hippone. Il va devenir évêque d'Hippone. Tout ça, c'est un héritage qu'on appelle, c'est notre fond préindividuel, qu'on appelle aussi l'héritage chrétien. Milieu préindividuel à travers lequel nous, qui en héritons, que nous croyons ou pas, comme dit Louis Aragon. Comment c'est le vers de Louis Aragon ? Celui qui croyait au ciel. Voilà. Voilà. Que l'on y croit ou que l'on n'y croit pas, c'est notre fond préindividuel.
et ça va d'ailleurs au-delà, vous allez le voir tout à l'heure, bien au-delà encore du christianisme. C'est à partir de ce fond que nous pouvons tenter de relire et d'interpréter Ménon et la République. Quand je dis à partir de ce fond, en le retraversant et éventuellement en s'en libérant d'ailleurs, tout comme il faut se libérer de Platon. Parce que cet héritage, il est littéralement écrasant. Il nous est d'ailleurs parvenu à nous, les tarvenus du XXIe siècle, non pas à travers le christianisme catholique, mais à travers Martin Luther. Que nous soyons réformateurs ou pas, que nous soyons protestants ou pas, le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde de Martin Luther. Ça n'est pas le monde de Thomas d'Aquin. C'est Martin Luther qui est à l'origine de la société moderne. Martin Luther, qui a d'ailleurs un presque homonyme, qui s'appelle Martin Luther King, qui est un héros. Car ces hommes, ne nous les oublions pas, et si nous ne les oublions pas, c'est parce que ce sont des héros. Ils se sont battus, tous ces gens-là. Ils se sont durement battus au risque de leur vie, et Martin Luther King a été assassiné en 1968, le 4 avril exactement, par un fanatique raciste, comme il y en a tant dans le sud des États-Unis. Pardon ? Oui, absolument. Merci. Cela étant, Martin Luther King est un héritier tardif de Martin Luther tout court. Martin Luther, c'est celui qui est de l'origine de la réforme protestante, qui aurait eu toutes sortes de destins contradictoires, qui aura conduit à ce héros et ce génie, parce qu'il faut voir parler Martin Luther King, c'est inouï. On aurait envie de devenir croyant. Il y croit tellement, il croit tellement bien, si je veux dire, c'est tellement bien ce qu'il croit qu'on se dit, croyons ensemble, mes frères. Parce que tous les discours de Martin Luther King, ce sont des prêches. Regardez-les bien, ce sont des prêches, mais ce sont des prêches politiques. C'est-à-dire qu'il incarne vraiment la vie de Jésus. Parce que Jésus, c'était évidemment un politique, c'était un homme qui se battait contre un pouvoir. Cette réforme protestante qui conduit à Martin Luther King, elle passe par cet homme-là qui s'appelle Calvin, un Picard. Nous avons habité, Caroline et moi, à 30 km de là où il est né. Calvin, qui va être à l'origine de ce qui va ensuite conduire à cet homme-là, c'est l'inventeur du paratonnerre. Comment s'appelle-t-il ? Benjamin Franklin. C'est lui qui dit « Time is money ». Et c'est lui qui fonde le capitalisme américain sur la base du capitalisme, tel que Calvin le met en place en Europe du Nord, à l'époque de la Renaissance, après la Renaissance. Cet héritage, que je dis donc être écrasant, je vais vous dire pourquoi bientôt, eh bien, il nous hante. Tous ces personnages nous habitent, qu'on le veuille ou non. Ils sont en nous des revenants. C'est un héritage. Ils nous habitent beaucoup plus que les philosophes comme Descartes, etc. Parce que Descartes, il y a plein de gens qui ne l'ont pas connu, mais tous ces gens-là, on les a connus, tout le monde les connaissait. Tout le monde les connaissait. La religion a une capacité de pénétration des âmes absolument énorme. Elle est faite pour ça. L'Église en particulier est faite pour ça. Cet héritage est écrasant parce que, outre sa puissance colossale qui nous a donné l'art roman, dont voici un échantillon, les cathédrales, c'est celle de Bourges. Avant, c'était Noirlac, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est à 25 km d'ici, je vous recommande d'aller voir. Mais aussi Manhattan. Car Manhattan, c'est une espèce de cathédrale gigantesque, colossale. Ou Chicago. Tiens, il manque une photo. J'ai raté. J'ai oublié de mettre une photo. Bien dommage, elle était superbe, c'est moi qui l'ai faite en plus. Mais aussi toutes sortes d'autres splendeurs, en l'occurrence l'histoire de l'art. Ça, c'est Velázquez. Il est dans mon bureau, une reproduction, bien sûr. Ou encore l'art orthodoxe, ça, c'est Andrei Roublev. Je vous recommande vraiment de regarder le film de Tarkovsky, qui s'appelle Andrei Roublev. Je vous recommande vraiment de regarder ça. Vous comprendrez beaucoup de choses sur l'histoire de l'art et de l'Europe. Tout cela qui dépasse l'entendement, car tout ça, c'est inouï, c'est stupéfiant, qui est renversant et qui ne peut que marquer vos esprits comme un fer rouge
et comme les images de l'immortalité même. On a l'impression que c'est immortel. C'est tellement puissant, tellement colossal. On se dit, mais ça dépasse tout. Eh bien, ce sont des hypomnémata. Ce sont des pharmacas. Notez-le bien. C'est-à-dire que ça peut être aussi des poisons. Et d'ailleurs, c'est cela que condamne Platon dans la République, dans le mythe de la caverne. Il dit, ce sont des simulacres. Car tout ça, ce sont des choses de la caverne de Platon. Là, c'est dans une église orthodoxe, mais ce sont des images au sens de la République de Platon. Des leurres, dit Platon. Tout ça conduit à un moment à un processus qu'on va appeler l'art moderne, où tout à coup on se met à peindre des jeunes gens qui draguent des jeunes filles, au moment où s'amorce ce que Max Weber appelle le désenchantement du monde. Et qui s'est engagé, dit Max Weber dans ce livre-là, que je vous recommande vraiment de lire, c'est un livre vraiment très très important, qui s'est engagé avec le début du capitalisme, le capitalisme ayant remplacé la croyance par la confiance calculable, ayant remplacé l'incalculable par le calculable. C'est ce qui conduit aussi à l'art contemporain, qui renvoie d'ailleurs au cinéma, à Marilyn en l'occurrence ici, c'est-à-dire encore à la caverne de Platon, puisque vous vous souvenez, je le disais l'autre fois, une salle de cinéma, c'est l'exacte reproduction de ce que décrit Platon dans le livre 7 de la République. Une église étant elle-même pleine de peintures et de simulacres, vous disais-je tout à l'heure, et qui est une sorte donc de caverne, comme la cathédrale de Bourges que je vous montrais tout à l'heure, à ceci près que la lumière du soleil vient du dehors et traverse les pigments de la peinture, enfin de la couleur dans le verre. Et donc le feu vient du dehors. C'est comme si tout à coup le feu, la lumière du soleil dont parlait Platon, rentrait directement dans la caverne pour éclairer les fidèles. Oh, mais alors, ils ont vraiment tout résolu, les chrétiens. Outre cette puissance colossale qui a conduit au capitalisme, donc, c'est ce que nous dit Max Weber, en passant par la réforme, et qui nous paraît n'avoir plus aujourd'hui que des pieds d'argile, parce que c'est ça le capitalisme aujourd'hui. Cet héritage est écrasant, parce que je crois que lorsqu'il est pris comme un dogme, il nous empêche de penser la première interprétation. Il nous empêche de nous émanciper de la limite qui était celle de Platon, et il nous empêche de retirer de Platon ce qu'il y a de meilleur en Platon, et que Platon lui-même ne pouvait pas retirer, parce qu'il était en avance sur lui-même, comme tous les grands penseurs. Un grand penseur, c'est quelqu'un qui se dépasse lui-même, qui ne peut pas lui-même tirer les conséquences de ce qu'il découvre. C'est ça, un grand penseur. Un grand penseur, un grand artiste, un grand tout ce que vous voulez. Tout ce qui est important, c'est ça. Je pense que le christianisme a été une manière, à travers Paul de Tarse, d'hériter de Platon, et de le concrétiser, et de manière, si j'ose dire, diablement réussie. Mais je pense que le christianisme est arrivé à ses limites. Beaucoup de chrétiens le disent cela aujourd'hui même. Hein. Il y a des chrétiens de la mort de Dieu, j'en ai rencontré aux États-Unis, qui sont des théologiens chrétiens, mais qui essayent de penser le christianisme après la mort de Dieu. Et ce sont de vrais théologiens, dans les meilleures universités américaines. Quoi qu'il en soit, je vous propose, moi, la première interprétation, vous disais-je, ce n'est pas celle de Platon, mais vous allez le voir, cette interprétation est nécessairement aussi une interprétation du christianisme. On ne peut pas interpréter Platon et aller au-delà de Platon sans interpréter le christianisme lui-même, pour aller au-delà du christianisme. Et non seulement du christianisme, mais du monothéisme, dont voici le géniteur, ou le prophète, qui s'appelle Moïse, avec ses fameuses tables de la loi. Dont je vous rappelle que ce monothéisme, eh bien, il parle d'un défaut d'origine. Ceux qui étaient là l'an passé se souviennent, j'espère, de mon commentaire de cette représentation de la pomme de discorde, envoyée par Eris, la déesse Eris. Cette pomme d'Eris, qui est à l'origine chez les Grecs
de la conflictualité. L'éris, c'est ce qui fait qu'on est en conflit les uns avec les autres, en concurrence les uns avec les autres. Ça crée de la dynamique, ça produit de l'émulation, mais en même temps, ça produit des mauvaises choses. C'est très pharmacologique, c'est très ambigu. Eh bien, au moment où les Grecs, au 7e siècle, développent, à travers Hésiode en l'occurrence, cette mythologie d'Éris, exactement au même moment, ce prophète apparaît, et avec ce prophète, la question du péché originel. Car là, ce n'est pas Éris, c'est Ève qui tend la pomme. Et à partir de là, la discorde de l'Éris devient la chute dans le péché originel. Et c'est comme ça que Paul de Tarse réinterprétera la pensée grecque et platonicienne en particulier. Cela dit, si Paul de Tarse peut s'emparer de cette pensée platonicienne, c'est parce qu'en fait, cette évolution est déjà dans Platon. On va le voir dans le prochain cours, elle est dans Phèdre. Dans Phèdre, tout à coup, Platon pose que l'origine de la vie, c'est une chute. C'est une sorte de péché. Jusqu'à Phèdre, l'âme ne tombe pas. Elle est habitée par des esprits, tout ce que vous voulez. Elle est immortelle ou elle ne l'est pas, on n'en sait trop rien parce que ce n'est pas clair du tout. Et je pense que Platon, jusqu'à Phèdre, ne croit pas que l'âme soit immortelle. Il cherche une réponse à une question limite. Il apporte une réponse limite. Mais à partir de Phèdre, il raconte son allégorie de l'âme ailée. Et cette allégorie, dont je vous rappelle que selon moi c'est une rationalisation à travers une fable inventée par Platon, eh bien, elle va dire que l'âme est tombée, a commis une chute. Elle est tombée dans quoi? Dans son corps. Dans le corps, et dans son cercueil, parce que son corps, soma, est son séma, c'est-à-dire son cercueil, qui est aussi d'ailleurs, qui résonne avec sémaion, qui veut dire signe, c'est-à-dire trace, hyponématon. Et ce qui s'invente là, c'est l'opposition entre l'âme et le corps. Jamais jusqu'à Phèdre, on avait chez les Grecs opposé l'âme et le corps. Tout à coup, l'âme est opposée au corps. Et si elle est opposée au corps, c'est pour une raison précise, c'est parce que la passion va devenir le problème de l'âme. Ce qui va pervertir l'âme, c'est sa passion. Ce que Platon, à partir de ces périodes où il a passé la cinquantaine, est en train de mettre en place, c'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos de la République, c'est une opposition de l'âme et du corps, c'est-à-dire de la vérité et de la passion. À partir de là, la vérité, pas dans Phèdre, mais dans la République, ne sera plus du côté du délire, mais du côté de la froide, je ne veux pas dire objectivation, parce que ça c'est Descartes, c'est beaucoup plus tard, mais du raisonnement logique, de la dialectique, ce qu'il appelle dans la République la dialectique, qui sert à découper en morceaux analytiquement tous les raisonnements. Et ça ne sera plus du tout du côté de la passion de la vérité. Alors, est-ce que vous avez le courage de continuer encore ou est-ce que vous voulez qu'on s'arrête? Non. Ouais, je regarde. J'en ai encore... Ah, il y en a encore. Bon, j'ai l'impression que vous êtes fatigué. On va peut-être s'arrêter là alors. D'accord. C'est vrai, mon cours est tout prêt pour la prochaine fois, parce que comme j'avais déjà préparé le cours d'après, bon, on s'arrête là. Et on fait une journée peut-être, ceux d'entre vous qui étiez là l'an passé se souviennent sans doute, j'espère, du fait que l'Éris, dont la déesse sème la discorde à travers sa pomme que l'on retrouve dans le péché originel du christianisme donc, enfin du monothéisme plutôt, du judaïsme au départ. L'Iris donc est lié au pharmacone. J'avais essayé de vous montrer cela en m'appuyant sur Jean-Pierre Vernant. Jean-Pierre Vernant qui, en lisant Éschyle et Hésiode, montrait qu'en fait il ne peut pas y avoir d'Éris dans une société où il n'y a pas Prométhée. C'est Prométhée qui est à l'origine d'Éris. Et Prométhée c'est le dieu de la technique, c'est-à-dire du pharmacone. Cette question du pharmacone, que j'ai posée l'an passé en lisant Hésiode et Éschyle à travers Vernant, eh bien,
Platon lui-même la pose dans Phèdre. Phèdre, qu'on va commencer à lire la semaine prochaine. D'ailleurs, quelqu'un m'a demandé par Internet, il commence à y avoir de plus en plus de messages Internet sur ce cours, et ça c'est très bien, de donner des indications bibliographiques et de recommander des passages à lire. Je vous recommande de lire Phèdre depuis... Là, j'ai une édition qui n'est pas bonne. Alors, enfin, elle n'est pas bonne. La traduction, c'est celle dans laquelle j'ai travaillé pendant très longtemps. Donc, et puis, je trouve que la traduction est bien, mais l'apparat critique, comme on l'appelle, c'est-à-dire le système est mal foutu. Mais enfin, grosso modo, c'est à partir de la partie dite 22 en 244b ou 243d. Il faut commencer. Dans cette édition Garnier-Flammarion, c'est la page 122, jusqu'à 257C, c'est-à-dire ce qui s'arrête à la page 136 de cette édition. Mais il vaut mieux prendre la notation traditionnelle. Hein. Et puis ensuite, il y a une deuxième partie qu'il faut étudier, qui est le mythe de Teute, qui est à la fin. Je vous donnerai les références la semaine prochaine, enfin la dernière, dans 2 semaines. En gros, ça commence vers 272D. Mais ça, on y reviendra plus tard. Dans 2 semaines, moi, je commenterai ce que je viens d'indiquer, qui est le mythe de la mêlée. Quoi qu'il en soit, dans la deuxième partie, que je ne commenterai pas dans 2 semaines, il est question du pharmakon, quelle écriture. Et là, Platon utilise le mot pharmakon. C'est là qu'il en parle pour la première fois, en fait, de manière explicite. Et on verra comment c'est lié à l'allégorie de l'âme ailée. Moi, ce que je crois, c'est que cette question du pharmakon, même si Platon n'en parle pas du tout à l'époque de Ménon, est au cœur de l'époque de Ménon, si je puis dire. Est au cœur, plus exactement, de la culture de Perséphone. La culture de Perséphone, c'est-à-dire du fait que Perséphone est enterrée vivante avec Hadès, et qu'elle ressurgit au printemps, et que tout ça est lié au fait que les hommes sont des mortels qui ont été punis d'avoir trompé Zeus, eux-mêmes manipulés par Prométhée, etc., etc., on ne comprend rien à la question du blé qui repousse au printemps si on ne prend pas en compte le pharmakon, parce que si les hommes doivent cultiver du blé au printemps, c'est parce qu'ils ne sont pas des dieux, c'est parce qu'ils sont punis d'être obligés de travailler. Ils sont soumis à ponos, ce qu'on appelle ponos, le travail, la douleur du travail. Et donc, ils doivent manipuler la charrue, le marteau, enfin bref, tous ces pharmacas que sont les objets techniques. Et il y a un lien radical entre leurs conditions de mortels, leur pratique des mystères d'Éleusis et leur situation tragique qui est pour moi entièrement pharmacologique. Cela étant, donc, je crois que c'est à l'horizon de Ménon et de tous les textes, des premiers textes de Platon, parce qu'en fait c'est à l'horizon de toute la culture grecque, mais en même temps, ça n'apparaît que dans Phèdre. Or, Phèdre est justement, selon moi, le dialogue à travers lequel Platon rompt avec la culture tragique, c'est-à-dire passe à tout à fait autre chose, qui est quasiment l'origine du christianisme, qui va servir en tout cas, par exemple, dans la fondation du christianisme par Paul de Tarse. Si Phèdre parle du pharmakon, dans la dernière partie du texte, ça n'est pas pour exhumer la question du pharmakon, c'est au contraire pour diaboliser le pharmakon et pour l'enterrer une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire pour lui faire son compte, comme on dirait dans un langage un peu familier. Le pharmakon, ici, ça concerne l'écriture, donc Platon va nous montrer que l'écriture, c'est quelque chose qui est dangereux, qu'on peut manipuler les esprits avec l'écriture, tout comme on peut manipuler les esprits avec Internet aujourd'hui, etc., etc. Il a bien entendu raison. Il va évidemment dire, on le verra, que c'est aussi ce qui rend possible toutes sortes de choses, l'augmentation de la mémoire, la transmission, etc. Mais au bout du compte, il va conclure en disant, il faut s'en passer de l'écriture. Il faut s'en passer.
Et la seule façon de raisonner et de penser, c'est de penser dans le dialogue vivant, en face à face. Tout en écrivant. Hein. Il dit ça tout en l'écrivant. Et c'est un processus de dénégation de son activité d'écrivain. Là encore, je ne veux pas faire de la psychanalyse de comptoir, mais ceux qui connaissent un tout petit peu la vie de Platon savent que Platon voulait être un poète. Agathon, dont il est question dans le banquet, vous vous souvenez, au début, hein, qui a remporté le prix du concours de poésie, eh bien, c'est la place qu'aurait voulu avoir Platon. C'est bien connu, Platon voulait être poète. Et puis finalement, il est devenu philosophe. Il est devenu élève de Socrate, et il a viré au point que dans le livre 3 de la République, il condamne la poésie. Il condamne même la peinture, l'art en général. Il règle des comptes, y compris avec lui-même. Mais il les règle par la Vereinung, c'est-à-dire par la dénégation, par ce que Freud appelle la dénégation. Il dit, il ne faut pas pratiquer l'écriture. Et il la pratique. Comme un névrosé qui ne voit pas. Vous savez, c'est celui qui dit ah non, 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 j'ai jamais rêvé de coucher avec ma mère. Et Freud dit ça prouve qu'il ne rêve que de ça, quoi. Hein. S'il dit non, 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 j'ai jamais rêvé de coucher avec ma mère, ça prouve que c'est la seule. C'est son problème dans la vie. Bon. Ça, c'est ce qu'on appelle la dénégation. Et c'est très connu, bien entendu. Autrement dit, Platon, à la fin de Phèdre, introduit la question du pharmacon pour mieux la refouler, pour mieux l'enfouir par la dénégation. Maintenant, je vous avais dit aussi l'année dernière que le pharmacon, à vrai dire, il est présent dans un des premiers textes de Platon, dans Protagoras. Protagoras, où il raconte les mythes de Prométhée et d'Épiméthée. Hein. Et il est évident que dans ce mythe, lorsque Protagoras explique que Prométhée, ayant volé le feu à Zeus ou à Héphaïstos, pour compenser l'oubli, vous voyez qu'on revient toujours aux mêmes questions, l'oubli, la mémoire, la technique, par Épiméthée d'avoir gardé une qualité pour les hommes, c'est-à-dire les mortels, il leur apporte la technique, mais au bout de très peu de temps, on s'aperçoit que les mortels se servent de la technique pour se battre entre eux et s'autodétruisent. Donc ce que décrit le mythe de Prométhée et d'Épiméthée dans Protagoras, c'est évidemment le caractère pharmacologique de la technique. C'est le pharmacon qui est le sujet. Le mot n'est pas employé, mais c'est évidemment la notion qui est à l'œuvre, pleinement. Dans le mythe de Prométhée et d'Épiméthée, la technique est la condition de possibilité des mortels, c'est-à-dire c'est le destin des mortels, mais c'est aussi ce que Jacques Derrida aurait appelé leur condition d'impossibilité, c'est-à-dire le fait qu'ils n'en ont jamais fini avec ce problème de la technique et qu'en fait ils sont sans cesse confrontés à leurs propres limites et à leur propre autodestruction, au danger de leur propre autodestruction. Alors, là où je veux en venir, et on va aller vite maintenant vers la conclusion, c'est que à l'époque de Ménon, à l'époque où Ménon est écrit, je ne trouve plus, il est là, ce qu'on appelle la période de transition, c'est là où, pour moi, c'est la meilleure période, en fait, de Platon. À l'époque de Ménon, toutes les interprétations sont possibles. Platon n'a pas lui-même encore interprété sa propre théorie, si je puis dire, sa propre interprétation. Et s'il se réfère à l'immortalité, c'est parce que, et aux prêtres, aux prêtresses et aux poètes, c'est parce qu'il dit, voilà, il faut bien que j'apporte une réponse, voilà celle que j'apporte. La référence à Perséphone, autrement dit, à cette pratique rituelle, qui est en principe l'adversaire de la philosophie, parce que la philosophie, c'est le logos contre le mythos. Hein. En principe, le philosophe ne convoque pas le mythos qui est irrationnel, hein, comme on dit aujourd'hui. Elle a pour but de rendre compréhensible comment du non-vécu, ce que je n'ai pas vécu moi-même, peut constituer mon vécu. Comment ce que moi, une personne que je n'ai jamais rencontrée, par exemple Darius, dont je vous parlais tout à l'heure, a une influence sur mon vécu, parce que vous ne vous rendez pas compte, mais Darius a une influence sur votre vécu, beaucoup plus importante que vous n'imaginez. Le rapport entre les Grecs et les Perses est énorme. Échille, d'ailleurs, a écrit les Perses. Hein. Et Persépolis, c'est le concurrent d'Athènes. Et tout ça a un rôle majeur, qui joue toujours, d'ailleurs, dans les rapports entre l'Iran actuel et l'Europe occidentale, les États-Unis. Tout ça est très, très important. Donc, il y a du non-vécu, des choses que nous n'avons pas vécues, mais qui constituent notre vécu. Et c'est ça l'enjeu de Ménon. L'enjeu de Ménon à travers la question de la vertu, comment est-ce que je peux être vertueux sans savoir, sans connaître, la vertu,
et la question des mathématiques, comment mon esclave qui ne sait rien peut finalement retrouver par lui-même les conditions des calculs de la surface du carré. Ça, c'est la question du non-vécu tel qu'il peut devenir un facteur de vérité, à condition de concevoir la vérité comme anamnésis, c'est-à-dire réminiscence, reconnaissance, reviviscence, c'est-à-dire printemps de la mémoire, disais-je tout à l'heure, qui est donc, je reviens encore à cela, cette spirale, la grande spirale qui est là, elle est beaucoup plus ample, elle me précède bien entendu, elle s'est écrite bien avant moi, et moi je viens m'inscrire comme une espèce de motif sur un tapis. C'est-à-dire qu'il y a une toile de trame, et moi je rajoute ma petite broderie. D'ailleurs ce mot de broderie est employé par Bergson. Cette question-là, c'est aussi celle de l'Évangile selon saint Jean. Personne n'est monté au ciel à l'exception du Fils de l'homme, dit Jean. Tous ceux qui lui font confiance vivent la vie sans fin, la vie infinie. C'est ça l'enjeu du christianisme, c'est de se réapproprier le platonisme comme une interprétation d'une infinitisation de la vie pour comprendre le sens de la vie de Jésus. Alors ça, je ne dis pas que c'est à partir de Platon par Paul de Tarse, parce que ça c'est pas Paul de Tarse. Mais c'est ce qui est en jeu là dans le christianisme qui va se développer à travers une énorme institution qui s'appelle l'Église. Et si je voulais vous citer cela, c'est parce que, outre qu'il est question de salut, et que donc, dans une telle pensée qui est celle du christianisme, on pose qu'un salut est possible, c'est-à-dire qu'on peut se libérer de la situation pharmacologique, ce que je ne crois absolument pas. Je ne crois pas qu'on puisse révéler une vérité sur le pharmacone qui ferait qu'on se débarrasserait de son côté empoisonnant. Non, le pharmacone est toujours empoisonnant. Les mots lumière et vérité sont ici importants parce que la lumière, c'est aussi ce qui est en jeu dans la caverne de Platon. Et précisément dans le livre 7, Platon va penser l'idée à partir du concept de la lumière pure. Je vous en avais déjà parlé et j'y reviendrai. Et la vérité, ici, est en train de devenir la veritas, des latins. C'est-à-dire que ce qui est en train de se préparer à travers ça, c'est effectivement une vérité qui serait pure et entière, qui ne serait plus une espèce de reviviscence de quelque chose qui est mort et qui redevient vivant, est vrai, c'est-à-dire dont on se souvient, mais qui peut redevenir oublié ensuite. Et c'est ce qui fonde une opposition entre d'un côté ce qui est vrai, de l'autre côté ce qui est faux. D'un côté le corps qui est mortel, de l'autre côté l'âme qui est immortelle. D'un côté le bon et de l'autre côté le mauvais. Et ça c'est embêtant. Ça c'est embêtant parce que toutes les magnifiques peintures que je vous ai montrées tout à l'heure ont servi à exterminer des gens. De toutes sortes. L'Inquisition est une énorme machine à massacrer. On nous parle des horribles massacres qui ont été commis au XXe siècle, et on a bien raison de nous en parler. Mais pensons aux innombrables dizaines de millions de morts qui ont été produits par la chrétienté. Je ne dis pas ça du tout pour culpabiliser, je pense que la culpabilité est une chose inventée par le christianisme, justement. Ou disons par le monothéisme, et je pense qu'il faut combattre la culpabilité qui sert à refouler, à désigner l'autre comme étant le coupable, ou soi-même se flageller comme étant coupable, et pour ne pas changer. Je pense que la culpabilité est une mauvaise chose. Par contre, je pense qu'il faut, à un moment donné, tirer les conséquences dans toutes leurs dimensions métaphysiques, historiques, etc., et aussi économiques. Et je viens vers l'économie maintenant, de ce que je suis en train de vous dire, y compris par rapport à la situation du christianisme, qui est à l'origine du capitalisme, aussi. Pas seulement de l'Inquisition et du massacre des Indiens d'Amérique latine, par exemple, et de tant d'autres, y compris des Juifs, bien entendu. Parce que l'antisémitisme vient quand même du christianisme, même si les nazis étaient des païens. Alors, vous vous souvenez que on avait vu l'an passé, pour ceux qui étaient là en tout cas, que le monde des poètes tragiques, qui est le monde de Ménon, avant ce passage du Phèdre qui rompt avec le monde tragique, c'est le monde de l'Athée, comme l'appellent les Grecs. L'Athée, qui est, qu'est-ce que c'est l'Athée? Voilà, j'ai été aveuglé par l'Athée et Zeus m'a ravi l'entendement, dit Agamemnon. C'est dans Homère. L'Athée, c'est la possession. Je suis possédé par un esprit, je suis hanté par des esprits. D'accord? Alors je suis hanté quand je commets un crime, mais je suis aussi hanté quand je suis génial. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose d'absolument héroïque, quand je me dépasse, c'est pas moi en fait. C'est un Dieu qui vient m'habiter et qui me soutient.
D'accord ? Ça, c'est l'origine de la psyché, non pas au sens de Phèdre, tel que va l'inventer Platon, mais au sens d'Homère et de la tradition. Or, cette psyché, cette psyché, si vous préférez, psyché c'est la prononciation en grec, la psyché, l'âme, eh bien, elle est animée par une passion et un délire, nous dit ici Dodds à propos d'Agamemnon dans Homère, et c'est ce que reprend le banquet. Vous vous souvenez, le banquet disait, en fait, l'âme n'accède à la vérité que dans cette possession et ce délire. Et en réalité, on le verra bientôt dans Phèdre, parce qu'il y a un passage absolument merveilleux dans Phèdre, où vous verrez que Platon dit, quand je tombe amoureux, l'âme dont je tombe amoureux me donne accès à ce qui en moi est caché, à moi. Et ça, c'est absolument génial. On corrige Jacques Lacan avec 25 siècles d'avance, quoi. Le délire qui est dans le banquet est encore là dans Phèdre. C'est pour ça que je dis que Phèdre, à mon avis, est avant la République. Parce que dans la République, il n'y a plus de délire. C'est tellement vrai qu'on fout les poètes à la porte. Mais dans Phèdre, il y a encore le délire. Il définit encore l'âme, elle est par le délire. Et ce délire, c'est la part divine de l'âme, même, il l'appelle. Il dit l'âme est divine dans sa capacité de délirer, dit-il dans Phèdre. D'une certaine manière, du premier dialogue de Platon jusqu'à Phèdre, ce qui obsède Platon, c'est le délire. Il ne parle pratiquement que de ça tout le temps. Comment c'est par cet état de possession que j'accède à des choses qui me dépassent. Voilà. Et d'un seul coup, dans la République, tout se renverse. Il faut virer le délire, enlever les poètes, les peintres, les saltimbanques, tous ces gens-là qui font délirer les gens. Il faut opposer la raison à la passion, la vérité au délire. La vérité ne délire plus. Dans cette mesure, la vérité va changer de sens. De aletheia, comme découvrement, possession par une mémoire qui me revient et si la mémoire de ce que je n'ai pas vécu me revient, elle me revient comme un esprit qui me hante, bien entendu, vous êtes bien d'accord avec moi. Donc c'est normal qu'il parle de délire, c'est toujours la tradition homérique. Donc là, l'éthéia comme découvrement, c'est forcément une sorte de délire, c'est une possession parce que je n'ai pas vécu, c'est une espèce de hantise. À partir du livre 7 de la République, parce que c'est dans le livre 7 qu'il va le dire, c'est juste après le mythe de la caverne, enfin là, c'est même dans le commentaire du mythe de la caverne, de l'allégorie, pardon, de la caverne, il va dire aletheia veut dire orthotès, exactitude. Ce n'est plus du tout le délire, c'est la précision analytique et exacte du raisonnement dialectique. Et c'est ce qui nous conduit à un règne du calcul, de l'exactitude et de la calculabilité qui nous est imposé. Par quoi ? Par notre croix. La crise économique planétaire est complètement constituée par les questions dont je vous parle là. Standard & Poor's pose que tout est réductible à la calculabilité et à l'exactitude. Et c'est cela qui a détruit toute croyance, non pas en la vie de Jésus nécessairement, mais toute la croyance sans laquelle il n'y a pas de crédit. Pour qu'il y ait du crédit, c'est-à-dire de l'argent, que ce crédit soit du dollar, des lettres de change, des assignats, ou autre chose qui autrefois étaient des choris, c'est-à-dire des coquillages que s'échangeaient des peuples d'Afrique de l'Ouest, ou encore toutes sortes d'autres de processus d'échange qui incarnaient, y compris comme des fétiches, des objets dans lesquels on croyait, il faut de la croyance. Or le dollar, qui est l'unité de compte de Standard & Poor's, il est écrit dessus « In God we trust. Trust. Not we believe. » To trust, ça veut dire faire confiance. Et to trust, c'est aussi truster quelque chose, vous voyez, hein, truster quelque chose, c'est faire affaire. C'est-à-dire, c'est tout à coup les effets Benjamin Franklin transférant Calvin en Amérique, ça donne le billet vert avec sa devise « En Dieu, nous avons confiance ». C'est pas ce que disait Jean. Jean ne disait pas qu'il avait confiance en Dieu. Il disait qu'il croyait en Dieu. Quoi qu'il en soit, un système monétaire ne peut pas fonctionner sans crédit.
Le crédit ne nécessite pas nécessairement la croyance dans la vie de Jésus, par exemple. Par contre, l'admiration, oui. Être capable d'admirer ceux en quoi on ne croit pas, ça c'est important. C'est mon cas. Moi j'admire beaucoup la vie de Jésus et ses commentateurs. Mais je ne suis pas un croyant. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé dans un livre la mécréance et le discrédit. Nous ne croyons absolument plus à rien, à commencer par la Révolution. Et on a peut-être raison de ne pas trop croire à la Révolution des lendemains qui chantent, qui sont une espèce de christianisme matérialiste, c'est-à-dire on va enfin se révéler la vérité et après tout le monde sera heureux et on n'aura pas besoin de Jésus pour ça, ni de Moïse. C'est une forme aussi de point de vue qui consiste, un peu simpliste, à croire qu'on va pouvoir révéler la vérité du capitalisme dans une société qui en serait débarrassée. Et je ne dis pas qu'on ne se débarrassera jamais du capitalisme, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que ces oppositions simplistes, ça n'est plus de saison. Nous devons sortir de là. Et pour sortir de là, il faut sortir de ce qui va, je revenais à l'athée, faire qu'on va abandonner l'athée, on va passer dans la République à la diabolisation du délire. Ça, c'est une représentation moyenâgeuse du délire, pas du délire, du diable, qui est délirant. Hein, je vous le signale en passant, qui est passion, c'est à Notre-Dame, c'est une gargouille de Notre-Dame. Le délire peut devenir évidemment diabolique. Je veux dire par là que tout ce que je suis en train de dire et d'objecter à Platon n'est pas contre ce que dit Platon, simplement, ce serait trop facile. Il a raison, Platon. Le délire, il faut le combattre, le délire, d'une certaine manière. Hein, le délire peut être absolument dangereux. Hitler est un délirant. Malheureusement, il y en a plein à notre époque qui sont encore bien vivants, des délirants. Ils ne sont pas Hitler, mais bon. Il y a une vaste question dans le problème du désir ou du délire ou de l'amour sans lequel il n'y aurait pas de vérité. Cet amour peut devenir diabolique. Par exemple, ça peut devenir l'amour de Thérèse Raquin. Ou, j'espère que vous avez lu ce roman extraordinaire de Émile Zola, c'est un de ses premiers romans, où deux êtres qui s'aiment vont commettre un crime pour pouvoir accomplir, satisfaire leur passion, et vont se mettre à se haïr et à se détester, et tout leur amour va se transformer en perversité, en haine et en autodestruction. Nous sommes des êtres possédés et hantés par des fantômes. Ces fantômes ont toutes sortes de dimensions, positives et négatives, pharmacologiques, et c'est cela qui est en jeu dans la question de la réminiscence, de l'anamnésis. Dans la République, Platon va essayer de régler le problème de ces hantises, il va essayer de séparer d'un côté ce qu'il y a de bien, de l'autre côté ce qu'il y a de mal, il va mettre tout ce qui est diachronique, c'est-à-dire invention, individuation, transformation, devenir du côté du diabolique, il va l'exclure de la cité et il va tout synchroniser. C'est-à-dire que d'un seul coup, il va pacifier, il va normaliser, il va staliniser, si vous voulez. Il va faire de ce qui était prometteur dans Marx, ce qui donne Staline et l'horreur du goulag, d'une certaine façon. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre dans les cours qui vont suivre. Pour essayer de le comprendre, on essaiera de comprendre ce que sont les puissances latentes enfouies dans nos mémoires, non seulement comme des dieux, ça c'est un dieu, et ce sont les dieux qui nous hantent aussi, mais également comme les héros. Car chez les Grecs, il y en a qui ne sont pas des dieux, mais qui sont des héros. Celui-ci, il est très connu, c'est le plus connu de tous les héros, il s'appelle Héraclès. C'est un mortel, Héraclès. Hein. Alors parfois on l'appelle un demi-dieu, c'est une erreur, c'est un mortel. Mais c'est un héros inoubliable. Un demi-dieu ou un héros, c'est un inoubliable. C'est celui que l'on n'oublie pas. On n'oublie pas Zeus, on n'oublie pas un dieu, mais on n'oublie pas non plus un héros. Un héros étant un mortel, et pourtant on ne l'oublie pas. Ce que j'avais essayé de dire l'an passé, c'est que ceux que l'on n'oublie pas, ce sont ceux-là, par exemple, Janine Trochet, qu'un certain nombre de personnes ici présentes ont connu, qui est décédée il y a 5 ans, qui est enterré au cimetière d'Épineuil, mon grand-père, ma grand-mère, et puis Hésiode, Orphée,
Socrate et quelques autres, ils sont dans mon champ héroïque, vous voyez. Ceux-là, et beaucoup d'autres, habitent, ce sont des héros pour moi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un héros n'est pas forcément Hercule. Mon grand-père se prenait vraiment pas pour Hercule, il travaillait à la chaîne, c'était un homme formidable, et moi je m'en souviens. C'est ça l'enjeu du Ménon. Et c'est en partant de cette question de la mémoire qu'il faut interpréter ce qui est dit à propos de l'immortalité de l'âme. Alors, dans les prochains cours, on reviendra sur Phèdre, on passera un tout petit peu à nouveau par le banquet, mais on lira Phèdre, et en particulier donc le passage que j'ai indiqué tout à l'heure, cursivement, c'est-à-dire de manière assez analytique, je commenterai ces textes, et on retrouvera toutes ces questions. J'ai terminé ce que j'appelle la mise en place, c'est-à-dire bâtir le cadre général. Donc à partir du cours suivant, on va rentrer dans la bête. Voilà. Maintenant, on peut discuter.